Bonjour, ouais, vous m'entendez bien? Bonjour, merci d'être là. Bienvenue à cette conférence où on va parler de construction et d'écologie. Je suis Pierre Chevillard, je suis journaliste pour le groupe PAP. Je couvre notamment le secteur du neuf depuis longtemps, au moins 20 ans. Pour parler d'écologie, de décarbonation, de nouvelles générations de logements, d'énergie renouvelable, de solutions, et pour éplucher un peu ce produit logement neuf, pour vous montrer les vertus qu'il peut avoir en matière de réduction de l'empreinte carbone ou de réduction des consommations d'énergie. Nous avons deux spécialistes. Nous avons un promoteur qui est Emmanuel Patrignani, qui est directeur général du groupe Patrignani. C'est ça, Emmanuel? Oui, tout à fait. Alors, Emmanuel, parmi les promoteurs, vous avez une particularité. On va revenir tout de suite, mais vous fabriquez des immeubles en pierre de taille. Oui, en pierre de taille massive et porteuse, donc qui est une pierre structurelle de 24 cm d'épaisseur et sur laquelle s'appuie l'ensemble des planchers et qui est donc porteuse de l'immeuble. Merci. Et donc nous avons aussi avec nous Antoine Cellier. Lui, c'est le monsieur énergie qui va décortiquer le produit logement neuf justement sous l'angle de l'énergie. C'est Antoine Cellier qui est responsable national de la promotion privée chez GRDF. Voilà. Et qui va nous expliquer qu'il y a plein de sources d'énergie dans le neuf, mais qu'on peut continuer à faire du gaz et être écolo. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait, puisque les infrastructures énergétiques sont en train de se transformer. Alors, ça ne se voit pas, mais je peux vous dire que la révolution, elle est en train de se passer et que nos réseaux sont en train de véhiculer de plus en plus d'énergie renouvelable. Donc forcément, ça arrive dans vos logements neufs qui en plus sont très performants. Justement, alors, logement neuf, écologie, ça coule pas toujours de source. On dit beaucoup que les gens qu'il faudrait plutôt rénover, qu'on n'a plus vraiment envie de construire, voilà, qu'il faut préserver les espaces naturels, etc., etc. Alors, vous, en tant que promoteur, d'une certaine façon, vous allez me dire que le neuf est forcément écolo. Mais alors, objectivement, qu'est-ce qu'il a d'écolo, en quelques mots? Alors, dans votre question, il y a deux réponses. Il y a la densification, effectivement, de la construction. Et il y a également toute la révolution que nous vivons dans le monde de l'immobilier aujourd'hui, dans le monde de la construction, qui est le passage d'une économie, d'une façon de construire qui était jusqu'à présent basée énormément sur la consommation d'énergie et sur les économies d'énergie et qui aujourd'hui a pris une énorme vitesse récemment. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la RE 2020. Oui, on va on y reviendra. Et donc ça, c'est le second aspect, avec vraiment aujourd'hui une réglementation environnementale qui nous engage fortement dans des constructions décarbonées, dans des constructions beaucoup plus vertueuses et non pas seulement sur un point de vue énergétique. Et alors justement, du point de vue énergétique, là aussi on parle de décarbonation. On est entré de plein pied dans cette ère d'une énergie plus propre. Tout à fait. Et en fait, ce qui est important, c'est que avant que l'énergie soit propre, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez un logement neuf, il consomme très peu d'énergie. Un logement neuf aujourd'hui consomme 3 fois moins qu'un logement neuf construit il y a 20 ans. Donc vous investissez dans un actif qui va consommer très très peu d'énergie. Et ce qui est très spectaculaire aussi, c'est que nous on se rend compte aujourd'hui, le gaz, il est utilisé pour l'eau chaude et le chauffage. Aujourd'hui, dans un appartement neuf, vous consommez plus d'énergie pour tous les autres usages, les écrans, le four, l'électroménager, que pour vous chauffer ou vous doucher. Les logements sont tellement performants qu'aujourd'hui, en fait, on a réussi à réduire énormément la part du chauffage et de l'eau chaude. Donc ça, il faut savoir que c'est déjà ça qui est important, c'est qu'avant d'être écologique, le logement, il est sobre, il est performant. Et puis nous, après, là-dessus, sur cet objet, le logement neuf qui consomme très peu, on va venir amener des énergies renouvelables. Donc nous, sur notre réseau gaz, c'est le gaz vert, le biométhane qui est fait à partir de déchets, qui va venir alimenter ces appartements qui préfigurent de toute façon la ville du futur, donc très peu d'énergie, et on vient apporter dedans une énergie renouvelable. Alors Emmanuel, vous qui construisez, comment est-ce qu'on fait des logements sobres? Est-ce qu'on peut se dire que finalement ça se limite à faire une isolation renforcée et on s'arrête là? Alors non, comme dans beaucoup de choses dans le bâtiment, on n'a pas forcément une question, une interrogation, une réponse. En fait, nos réponses sont toujours multiples. Alors effectivement, on s'attaque, c'est ce qui paraît le plus simple, et c'est ce que font beaucoup en rénovation, sur l'isolation. Mais aujourd'hui, en termes d'isolation, on parle aussi de perméabilité, on parle d'apporter dans nos logements, nous par exemple, on a 30 à 35% systématiquement d'énergie renouvelable. Et c'est la somme de toutes ces petites solutions
qui font que nous tendons à être plus vertueux. Nos ascenseurs, par exemple, on travaille avec des partenaires qui ont des ascenseurs comme un véhicule au freinage. L'ascenseur hybride réinjecte de l'énergie dans le réseau. C'est cette somme de petites solutions mises bout à bout qui feront qu'un immeuble sera de plus en plus vertueux et qu'on accompagnera justement ce grand mouvement aujourd'hui de l'énergie, mais aussi de la carbonation, qui est très important. Vous faites de la conception bioclimatique, c'est-à-dire, comme on voit beaucoup en maison, à récupérer les apports solaires quand on construit en ville, par exemple, c'est pas forcément évident? Alors, on a toujours construit, on construit un petit peu haut de gamme, donc nous, l'apport solaire, on y a toujours travaillé pour une question de confort de nos clients. On a aujourd'hui des petites solutions constructives et des petites inventions chez nous qui font que, par exemple, par rapport à une baie normale, on apporte, nous, 5% de luminosité en plus. Donc du confort visuel, mais aussi du confort thermique, effectivement. Et ensuite, alors, on en parlait un petit peu ce matin, mais on essaye de militer aussi pour quelque chose qui est la réappropriation de certaines qualités de la pierre de taille qui, aujourd'hui, ne sont pas prises en compte, puisque quand on fait un immeuble moderne et que le béton a été un peu roi depuis les années 50-60, tous les calculs aujourd'hui sont faits sur des bases de béton avec les propriétés du béton. Alors la pierre a des propriétés que le béton n'a pas, qui sont notamment une capacité à respirer, à absorber de l'énergie et à la restituer tout au long de la journée. Cette qualité-là n'est pas prise en compte. Donc on milite également, nous, avec nos partenaires les carrières, les pierreux, les poseurs, pour arriver à avoir avec un laboratoire pierre à retrouver en fait ce que nos constructeurs anciens connaissaient intuitivement, un savoir qu'il se passait et que nous aujourd'hui on veut quantifier et remettre au goût du jour. Merci. Antoine, sur les équipements de production de chauffage, d'eau chaude, ça, là aussi on a une avancée technologique qui permet justement d'abord de favoriser la sobriété. Qu'est-ce que vous voyez comme solution émerger? Je rebondis sur ce que disait M. Patriani. En fait, c'est le mot hybride. En fait, il faut comprendre qu'on ne va pas se lancer dans des grandes innovations. On va utiliser des choses qui fonctionnent, des technologies simples. Parce qu'aujourd'hui, quand vous investissez dans un bien immobilier, il faut que ça dure dans le temps. Alors pour que ça dure dans le temps, un exemple très simple, nous, on prône les solutions hybrides, c'est-à-dire chaudière et pompe à chaleur. En même temps. En même temps. Pourquoi? Parce qu'on a le meilleur des deux. Pompe à chaleur, c'est une technologie des années 70. La chaudière, bon, c'est pareil, c'est une vieille technologie, c'est des choses qui sont très maîtrisées. Donc nous, ce qu'on vient rajouter là-dedans, c'est une régulation intelligente. L'été, quand il fait doux, la pompe à chaleur tourne avec un très bon rendement. L'hiver, quand il fait froid, la pompe à chaleur a du mal à fonctionner, donc la chaudière prend le relais. Donc du coup, ça fait la meilleure énergie au meilleur moment. Donc ça, c'est le premier avantage. Et enfin, le deuxième avantage, c'est que vous l'avez observé, dans le monde d'aujourd'hui, on est quand même dans un monde d'incertitude. Nous, dans le monde des énergies, nous avons vu l'année dernière des prix sur les marchés jamais vus. Donc on est face à des crises qui vont se répéter. Et nous pensons que dans un bien immobilier, avoir deux énergies, c'est mieux que d'en avoir qu'une. Parce que comme vous êtes face à des incertitudes, on est incapable de vous dire comment les prix des énergies vont évoluer demain. Il vaut mieux avoir plusieurs énergies pour pouvoir arbitrer en fonction de ce qui va se passer. Donc nous, on trouve que l'hybridation, ça a beaucoup de sens. Et voilà. Si on pousse jusqu'au bout, c'est-à-dire que par exemple, en hiver, on chauffe avec du gaz, mais comme on est dans un logement sobre, la réputation de cherté du gaz, alors je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, ça, mais la réputation de cherté du gaz, en fait, c'est ce qu'on dit toujours, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà, exactement. Et puis après, il faut aussi prendre conscience que, nous, dans le monde de l'énergie, on est passé, si vous voulez, clairement, on a changé d'époque. On est passé d'un monde où l'énergie était abondante et pas chère. Et aujourd'hui, toutes les énergies, on fait le même constat, elles seront moins abondantes et plus chères. Donc à partir de là, le logement neuf prend beaucoup de sens, parce que vous avez un bien qui va consommer très peu ou qui va consommer la bonne énergie au bon moment. Donc d'où l'intérêt de tout le sens du logement neuf, pour moi, qui constitue un bon investissement quand on regarde ce contexte très complexe. Emmanuel, vous avez parlé de quelque chose d'un peu ésotérique pour les profanes, RT 2012, RE 2020. En fait, ce sont des réglementations qui encadrent la construction. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Comment vous pourriez les décrire? Alors oui. On vous entendait beaucoup parler de la RT, de la RE. Alors, la RT, c'est la réglementation thermique. La RE, c'est la réglementation environnementale. Alors, je pense que c'est fondamental de comprendre l'évolution dans notre métier et cette évolution récente.
Si vous me permettez un parallèle avec le monde de l'automobile, le monde de l'automobile a fait cette mutation beaucoup plus tôt que notre industrie qui est quand même assez conservatrice. Et nous nous sommes focalisés depuis la RT 2005 avec ses évolutions. Vous avez entendu parler du BBC, bâtiment basse consommation, vers des bâtiments vertueux d'un point de vue de la consommation énergétique. Malheureusement, chez nous, on a un petit peu oublié la partie carbone, qui est le second pan de cette réglementation environnementale qui, aujourd'hui, depuis 2020 et depuis les bâtiments qui sont donc en permis depuis 2022, nous est imposée. Et cette réglementation introduit vraiment la notion de consommation de carbone depuis la conception, la réalisation des matériaux, leur mise en œuvre, leur utilisation. On va regarder pendant 50 ans comment fonctionne un logement, quelle est la consommation de nos clients, du ménage qui va vivre dans ce logement, et jusqu'au démantèlement que la législation nous impose théoriquement au bout de 50 ans, même si nos ouvrages, heureusement, durent bien plus longtemps que 50 ans. Et on regarde donc cette analyse de cycle de vie, cet ACV, tout au long de la vie du bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre monde, pour revenir à un parallèle sur le monde de l'automobile, nous ne regardons pas que la consommation aux 100 km, nous regardons aussi tout ce carbone, toute cette énergie qui a été nécessaire à la fabrication, à l'utilisation et au démantèlement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Moi, je pense qu'il ne faut plus parler de transition énergétique, transition écologique. Aujourd'hui, c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est parti. C'est-à-dire que pour moi, la transition, c'est je suis en gare entre deux trains et j'ai un petit peu de temps. Pas du tout. Aujourd'hui, le train est parti et le train accélère. Et il faut être dans ce train-là. Pour moi, c'est essentiel. Et il faut être en avance. Il faut en permanence se poser des questions. Comment nos bâtiments consomment moins d'énergie et comment on consomme moins de carbone. Et Antoine, comment est-ce qu'on décarbone l'énergie? On est obligé de prendre de l'électricité nucléaire? Oui, il en faut. En fait, ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une solution. C'est un bouquet de solutions qui nous permettra de résoudre ce problème de la décarbonation et du respect de protocoles, de toute cette décarbonation, de la stratégie bas carbone dans laquelle la France est engagée, parce qu'il faut qu'on essaie de limiter le réchauffement climatique. Alors forcément, le moyen, tous les vecteurs énergétiques sont en train de se décarboner. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut jouer sur toutes les énergies parce qu'on n'a pas trouvé l'énergie idéale. L'électricité est certes décarbonée, mais l'électricité ne se stocke pas. Et donc l'hiver, ce qu'on observe, comme cet hiver, quand il fait très très froid, c'est les centrales à charbon allemandes qui tournent. Donc inversement, nous, le gaz, ça se stocke facilement. On a les premières capacités de stockage en France de gaz d'Europe. Et on a en plus un énorme potentiel de fabrication de gaz vert grâce à l'agriculture française. Donc du coup, il y a déjà 500 méthaniseurs en France qui injectent du gaz vert dans notre réseau. Soit c'est quand même assez conséquent. Et on sait qu'on va continuer à progresser fortement là-dessus dans les prochaines années. Et en 2030, on est capable d'atteindre 20% de gaz vert en France. Les Danois l'ont fait, le Danemark l'a fait, on n'est pas plus bête que les Danois. J'espère qu'il n'y a pas de Danois dans la salle. Et du coup, on est sur ce chemin-là. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'un côté du tuyau, on a un logement toujours plus performant, toujours plus économe. Et de l'autre côté du tuyau, on travaille pour essayer d'injecter le plus possible d'énergie renouvelable. Vous parlez de gaz vert, plus précisément, comment ça marche? Alors le gaz vert, en fait, c'est simple. On fait travailler des bactéries. C'est-à-dire que vous mettez sous cloche des bactéries qui mangent la matière organique. Et en mangeant cette matière organique, elles produisent du méthane. Donc si vous prenez, vous allez vous promener dans nos campagnes françaises, vous verrez à côté des fermes ces espèces de yourtes, ces espèces de gros dômes arrondis. C'est sous ces cloches qu'on fait fermenter les déchets agricoles. Et donc les bactéries produisent du méthane, du biométhane, qui est directement injecté dans notre réseau, puisque le gaz fossile, c'est du méthane. Donc la différence entre les deux, c'est que ce méthane produit à partir de déchets, il a un bilan carbone quasi nul. Le bilan carbone de l'électricité, c'est 73 grammes de carbone par kilowattheure. Le bilan carbone du biométhane, c'est 44 grammes. Donc on est neutre en carbone. Donc voilà, on travaille là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que c'est des technologies assez simples. Ce n'est pas de la high-tech.
La méthanisation, ça existe depuis 30 ans. Ça a été développé dans d'autres pays européens. Ça fonctionne très bien. Les agriculteurs français y vont. Et ça a aussi un énorme bénéfice. C'est que l'agriculteur, certes, produit du gaz vert, mais une fois que les bactéries ont tout mangé, au fond de la cuve, il reste quelque chose qu'on appelle le digestat. Et en fait, le digestat, c'est de l'engrais. Donc ça évite à l'agriculteur d'acheter de l'engrais fabriqué, de l'engrais phosphaté. Donc il y a toute une logique écologique derrière qui est très intéressante. Donc pour nous, c'est vraiment passionnant ce qu'on est en train de vivre. Et notre enjeu, d'ailleurs, c'est d'essayer d'expliquer au grand public tout ce qui est en train de se passer. Et en termes d'urbanisme, parce qu'on nous parle beaucoup d'étalement urbain, de lutte contre l'artificialisation des sols, comment est-ce que vous voyez le neuf dans cette logique-là, Emmanuel ? Alors effectivement, ça rejoint cette mutation que nous vivons. Chez nous, en particulier, on a développé une calculette de biodiversité, c'est-à-dire qu'on regarde et on fait en sorte que tous nos projets soient positifs, c'est-à-dire avoir plus de verre. Nous construisons beaucoup en milieu urbain. Et ça peut, de prime abord, paraître contre-intuitif de se dire qu'un immeuble est en fait plus respectueux de l'environnement qu'une maison individuelle. Alors, en France, on a connu, avec la loi SRU, la loi Elan, justement cette volonté de ne pas étendre les villes. Alors, étendre les villes maintenant largement hors des murs, parce qu'il faut comprendre que chaque fois que vous construisez une maison 20 mètres plus loin, vous construisez 20 mètres de chaussée en plus, 20 mètres de câbles électriques, 20 mètres d'arrivée d'eau, et donc vous artificialisez les sols. Aujourd'hui, justement, c'est cette position qu'a pris la France, le gouvernement déjà depuis 20 ans aujourd'hui, c'est de se dire nous avons une nécessité de construire. Il faut savoir que ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons besoin de plus de logements, c'est que la moyenne était, il y a encore 20 ans, à 3,1 occupants par logement. Aujourd'hui, elle est à 2,3. Donc, les familles monoparentales, il y a beaucoup plus un besoin plus important de logement. Et donc, la réponse à cela, comment construit-on plus de logements sans artificialiser plus de sol? C'est forcément un petit peu de densification et donc d'avoir des immeubles un tout petit peu plus hauts que ce qu'on avait encore. Alors, en France, on est relativement raisonnable puisque en France, alors nous, on construit 4, 5 étages, R+4, R+5, mais c'est vrai qu'en France, on a rarement plus, même sur des immeubles de grande hauteur, ce qu'on appelle des immeubles de logement de grande hauteur, on dépasse rarement 13 étages. Oui, il y en a très peu, en fait, il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Ouais. Oui, très très peu. Quand vous voyez en Italie, en Espagne, la Madrid a des immeubles de 25 étages en logement. En Allemagne, vous avez des communes qui aujourd'hui ont interdit, près de Munich, il est interdit de construire une maison individuelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus déposer un nouveau permis de maison individuelle. En France, l'étalement urbain a été lui aussi stoppé puisque les préfets ont eu des instructions de stopper les projets de maisons et d'étalement de maisons. Mais la densification, c'est-à-dire que vous montez quand même dans des étages, donc ça veut dire qu'il faut davantage de béton, davantage de fondations, des niveaux de parking, des ascenseurs. Ça coûte plus cher ? Alors, ça coûte plus cher, mais c'est toujours est-ce qu'on regarde un bilan ou est-ce qu'on regarde un bilan aussi écologique ? Alors aujourd'hui, oui, la construction avec les moyens que nous mettons en œuvre aujourd'hui, nous utilisons depuis toujours la pierre de taille. Elle est devenue un tout petit peu plus chère aujourd'hui parce que des confrères se sont rendus compte qu'elle avait des vertus et qu'elle était belle. Et donc, on consomme aujourd'hui dans l'immobilier un peu plus de pierre de taille qu'il n'y a encore que 7 ou 8 ans. Nous avons signé récemment un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Hoffman Green Cement, qui fabrique des bétons à base de liant colle et non plus de ciment. Donc, c'est des gens qui, justement, décarbonent énormément le béton. Et donc, encore une fois, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas une solution unique, nous avons un panel de solutions. Et dans notre métier, c'est toujours un bon équilibre et aller chercher dans tout le panel de solutions ce qui nous est offert. Et aujourd'hui, effectivement, on se fixe, nous, comme objectif d'atteindre déjà la RE 2025, donc en avance de phase. Oui, c'est la prochaine étape de la réglementation 2020. Tout à fait. Qui sera un peu plus décarbonée, c'est ça. Qui sera encore plus décarbonée. Et avec des objectifs à 2030 aujourd'hui d'être encore plus décarboné, d'arriver à baisser, alors non seulement le carbone au moment de la construction, mais comme je vous le disais tout à l'heure, aussi le carbone de l'usager. C'est-à-dire que nous voulons, par les économies d'énergie, par tout ce que nous mettons en œuvre dans les bâtiments, diminuer
la consommation. Donc il y a vraiment aussi, je pense que ce qui est primordial dans notre métier, et ce dont on doit avoir conscience dans notre métier, c'est le bilan carbone aujourd'hui. Et ce bilan-là, on n'a plus le temps. Oui, ça coûte. Moi, j'entends des confrères qui nous disent « c'est peut-être pas le moment, on a le temps ». Non, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, ce bilan carbone, j'ai des enfants, c'est ce qu'on va leur laisser. Et ce que nous ne dépensons pas aujourd'hui, ça sera démultiplié dans l'avenir. Ce que nous ne dépensons pas aujourd'hui pour faire des économies de carbone, ça coûtera pour nos enfants beaucoup plus cher plus tard. Et comment dire, sur la... ça a un prix, mais il y a aussi un bénéfice pour le particulier quand on achète un logement neuf. Est-ce par exemple, question toute bête, ça se revend plus cher ? Alors je ne sais pas si un énergéticien peut répondre à ça, parce qu'on parle beaucoup de valeur verte. Et qu'il y a un côté, comment dire en anglais, on appelle ça du greenwashing, c'est-à-dire que c'est écolo, donc ça a de la valeur, etc. etc. C'est une réalité. Quel est votre point de vue sur cette question-là, Antoine ? C'est vrai que là, c'est très compliqué parce que quand on parle d'économie d'énergie, ça se voit tout de suite sur votre facture. Quand on parle de carbone, ça se voit pas en fait. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est difficile à percevoir. Donc on parle de la valeur verte du logement en fait. Qu'est-ce que c'est que la valeur verte du logement ? Alors on commence à l'apercevoir aujourd'hui avec les étiquettes DPE, puisqu'avec les nouvelles étiquettes aujourd'hui, vous avez l'étiquette énergie et vous avez l'étiquette carbone. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de conscience avec la loi climat résilience qui interdit les étiquettes FG, etc. On comprend que c'est plus un système contraint en fait. La valeur vient de la contrainte, de la réglementation, parce que la valeur verte, elle n'est pas perceptible. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, forcément, le logement neuf, c'est des très bonnes étiquettes. Donc là, la valeur verte, vous l'avez. Et c'est vrai que le sujet aujourd'hui, il est très focalisé sur le patrimoine existant et la nécessaire rénovation de ce patrimoine. Oui, et qu'en l'occurrence, dans le neuf, on n'est pas soumis à ces contraintes-là, puisqu'on achète dès le départ un logement performant. Dès le départ, un logement performant, et quand on regarde effectivement les études de cycle de vie sur 50 ans, mais enfin, c'est très performant. Et il faut savoir que la France, par rapport à d'autres pays européens, avec la norme RE 2020, on est très en avance sur les autres pays européens. Et à votre avis, Emmanuel, ça se revend plus cher un logement neuf compte tenu de tout ça? Parce que c'est vrai qu'au départ, le prix d'achat est quand même supérieur, en gros, de 20 à 30% à celui de l'ancien, classé basiquement E, F, voire G sur le DPE. Donc il y a une différence de prix qui fait qu'on peut se poser la question de savoir si, de ce point de vue-là, un peu vénal, certes, on peut récupérer davantage d'argent. Alors, moi, j'en suis évidemment convaincu. Dans le sens où nos clients sont souvent propriétaires occupants, habitent nos logements. L'investissement qu'on fait dans l'immobilier, c'est rarement un investissement de 2 ou 3 ans. On se projette quand même dans un avenir au minimum à moyen terme, au minimum sur 7 à 10 ans. Et je pense que oui, aujourd'hui, on le voit bien avec les étiquettes FSG. Aujourd'hui, qui aurait imaginé il y a 10 ans qu'aujourd'hui, on en arriverait à interdire ou en tout cas à pénaliser des logements. Et je vous faisais un parallèle avec le monde de l'automobile. Aujourd'hui, on voit bien que le monde de l'automobile a déjà parcouru ce trajet et on est déjà en train de voir que certaines automobiles ne pourront plus aller dans les centres-villes. Eh bien, il va se passer exactement la même chose. Ce phénomène qu'on voit sur le classement FSG continue à se produire. Et je suis convaincu, on est tous un petit peu plus avec des cheveux gris, mais je suis convaincu que les générations qui viennent devant nous, qui arrivent, vont être de plus en plus sensibles à l'énergie et au carbone. Donc oui, je suis convaincu qu'effectivement, c'est un très bon investissement et que dans 10 ans, je pense qu'on a encore du mal à imaginer où on en sera, mais j'en suis convaincu, oui, il faut le faire aujourd'hui.